Bonsoir à tous. Merci de votre intérêt et de votre présence. Nous poursuivons donc notre cycle Crise civilisationnelle contemporaine. Nous allons recevoir ce soir et entendre Richard Landes, que je vous présenterai tout à l'heure, sur le rôle des fake news et les théories de conspiration dans l'affaiblissement de l'Occident face aux défis islamiques. Alexandre Koyré fut un grand philosophe et historien des sciences, d'origine juive russe. En 1929, l'école des hautes études, l'école pratique des hautes études, créa pour lui la chaire intitulée « Histoire des idées religieuses dans l'Europe moderne ». En 1941, via le Caire, il rejoignit la France libre et gagna New York, où il va enseigner à la New School for Social Research. Il revint à Paris, à la Libération, retrouva sa chaire à l'École pratique des hautes études et se partagea entre Paris et les USA. Il a fait œuvre d'arpentage et d'archéologie dans la pensée philosophique et scientifique occidentale à travers de très nombreuses études. Son grand ouvrage reste sans conteste « Du monde clos à l'univers infini », dans lequel il retrace les étapes de la révolution épistémologique et spirituelle qui se produisit au détour des XVIe et XVIIe siècles en Europe. En 1943, Alexandre Koyré fait paraître aux États-Unis, à New York, dans le premier numéro de la revue Renaissance, publication de l'école libre des hautes études, en exil, un texte intitulé « Réflexions sur le mensonge ». Le texte fut republié en anglais en juin 1945 dans Contemporary Jewish Record, revue de l'American Jewish Committee, sous le titre de « The Political Function of the Modern Lie ». Le texte parut en France après le décès de Koyré dans le Nouveau Commerce en 1965, précédé d'une introduction de cette figure accomplie de l'enseignement de la philosophie dans l'université française d'après-guerre, Maurice de Gandillac, qui, entre autres mérites, fut le premier traducteur en français de Walter Benjamin. Renaissance et American Jewish Committee, voilà des intitulés dont l'évocation sonne claire dans le sillon fécond du Kulturarbeit, du travail humain de civilisation selon l'appellation freudienne. En ouverture de ce court essai, Alexandre Koyré affiche: on n'a jamais menti autant que de nos jours, ni menti d'une manière aussi éhontée, systématique et constante. Il poursuit, je vais vous en lire un peu de cette ouverture magistrale. On nous dira peut-être qu'il n'en est rien, que le mensonge est aussi vieux que le monde, ou du moins que l'homme est menteur depuis le commencement, que le mensonge est né avec la cité elle-même, ainsi que surabondamment nous l'enseigne l'histoire. Enfin, sans remonter le cours des âges, que le bourrage de crâne de la Première Guerre mondiale et le mensonge électoral de l'époque qui l'a suivi ont atteint des niveaux et rétabli des records qu'il sera bien difficile de dépasser. Tout cela est vrai, sans doute, poursuit-il, ou presque. Il est certain que l'homme se définit par la parole, que celle-ci entraîne la possibilité du mensonge et que, n'en déplaise à Porphyre, le mentir beaucoup plus que le rire est le propre de l'homme. Il est certain également, ajoute-t-il, que le mensonge politique est de tout temps, que les règles et les techniques de ce que jadis on appelait démagogie et de nos jours propagande ont été systématisées et codifiées il y a des milliers d'années. Il fait ici référence à la rhétorique d'Aristote, où l'on peut déjà découvrir une analyse fondatrice de la structure psychologique et de la technique de la propagande. Il est incontestable que l'homme a toujours menti, continue-t-il, menti à lui-même et aux autres, menti pour son plaisir, le plaisir d'exercer cette faculté étonnante de dire ce qui n'est pas et de créer par sa parole un monde dont il est seul auteur et responsable. Mentir aussi pour sa défense, le mensonge est une arme, l'arme préférée de l'inférieur et du faible qui, en trompant l'adversaire, s'affirme et se venge de lui. Mais le propos de Koyré n'est pas à cette occasion de procéder à une analyse phénoménologique du mensonge.
C'est au mensonge moderne, et plus précisément sur le mensonge politique moderne, qu'il porte son attention critique. Convaincu que, dans ce domaine, l'époque moderne, et plus exactement les régimes totalitaires, il emploie déjà ce qualificatif, ont puissamment innové. Il répète donc qu'on n'a jamais autant menti que de nos jours, qu'on n'a jamais menti aussi massivement et aussi totalement qu'on le fait aujourd'hui, presque comme une nouvelle ontologie du collectif. Il souligne encore, jour par jour, heure par heure, minute par minute, des flots de mensonges se déversent sur le monde. La parole, l'écrit, le journal, la radio, tout le progrès technique est mis au service du mensonge. L'homme moderne des temps totalitaires baigne dans le mensonge, respire le mensonge, est soumis au mensonge tous les instants de sa vie. Quant à la qualité intellectuelle du mensonge moderne, je le cite toujours, elle a évolué en sens inverse de son volume. Le mensonge moderne, c'est là sa qualité distinctive, est fabriqué en masse et s'adresse à la masse. Or, toute production de masse, toute production intellectuelle, surtout destinée à la masse, est obligée d'abaisser ses standards. Ainsi, si rien n'est plus raffiné que la technique de la propagande moderne, rien n'est plus grossier que le contenu de ces assertions qui révèlent un mépris absolu et total de la vérité, et même de la simple vraisemblance. Mépris qui n'est égalé que par celui qui l'implique des facultés mentales de ceux à qui elle s'adresse. On pourrait même se demander, fin-t-il de s'interroger, si l'on a encore le droit de parler ici de mensonge. En effet, la notion de mensonge présuppose celle de la véracité, dont elle est l'opposition et la négation, de même que la notion de faux présuppose celle de vrai. Or, les philosophies officielles des régimes totalitaires proclament unanimement que la conception de la vérité objective, une pour tous, n'a aucun sens, et que le critère de la vérité n'est pas sa valeur universelle, mais sa conformité à l'esprit selon de la race, de la nation ou de la classe, son utilité raciale, nationale ou sociale. Prolongeant et poussant jusqu'au bout les théories biologistes, pragmatistes, activistes de la vérité et consommant ce que l'on a très bien nommé la trahison des clercs, il évoque là Julien Benda, les philosophies officielles des régimes totalitaires nient la valeur propre de la pensée qui pour eux n'est pas une lumière mais une arme. Son but, sa fonction, nous disent-ils, n'est pas de nous révéler le réel, c'est-à-dire ce qui est, mais de nous aider à le modifier, à le transformer en nous guidant vers ce qui n'est pas. Or, pour cela, ainsi qu'on l'a reconnu depuis longtemps, le mythe est souvent préférable à la science et la rhétorique qui s'adresse aux passions à la démonstration qui s'adresse à l'intelligence. Ainsi, dans leurs publications, même dans celles qui se disent scientifiques, dans leurs discours et bien entendu dans leur propagande, les représentants des régimes totalitaires s'embarrassent-ils très peu de la vérité objective. Plus fort que Dieu tout-puissant lui-même, ils transforment à leur guise le présent et même le passé. On pourrait en conclure que les régimes totalitaires sont au-delà de la vérité et du mensonge. Nous croyons pour notre part qu'il n'en est rien, c'est toujours Alexandre Croiret qui parle. La distinction entre la vérité et le mensonge, l'imaginaire et le réel reste bien valable à l'intérieur même des conceptions totalitaires. C'est leur place et leur rôle seulement qui sont en quelque sorte intervertis. Les régimes totalitaires sont fondés sur la primauté du mensonge. C'est à ce moment-là qu'il fait une incise qui mérite d'être relevée et méditée. La place du mensonge dans la vie humaine est bien curieuse. Les codes de la morale religieuse, du moins, je souligne en ce qui concerne les grandes religions universalistes, c'est moi qui souligne, surtout celles qui sont issues du monothéisme biblique, condamnent le mensonge d'une manière rigoureuse et absolue. Cela se comprend, du reste, leur Dieu étant celui de la lumière et de l'être, il en résulte nécessairement qu'il est aussi celui de la vérité. Mentir, c'est-à-dire dire ce qui n'est pas, déformer la vérité et voiler l'être est donc un péché.
et même un péché très grave, péché d'orgueil et péché contre l'esprit, péché qui nous sépare de Dieu et nous oppose à Dieu. La parole d'un juste, de même que la parole divine, ne peut et ne doit être que celle de la vérité. Comme on disait déjà Rabbi Akiba, heureux l'homme qui a un pilier auquel se tenir. Je vais arrêter là la lecture du texte de Koiré. S'il vous intéresse, vous le trouverez édité maintenant aux éditions Alia. Nous retiendrons déjà de cet extrait la liaison, par contiguïté et en synthèse agrégative, des portails thématiques de la guerre, des masses, de la modernité, du totalitarisme, en lien avec les problématiques du mensonge politique et agonistique. Avec la guerre, ce n'est pas une nouveauté en soi. Déjà au XVIIIe siècle, Samuel Johnson notait, je le cite, « Parmi les calamités de la guerre, on pourrait avec justesse compter la diminution de l'amour de la vérité par les mensonges dictés par l'intérêt et encouragés par la crédulité. » Et la Première Guerre mondiale avait établi les fausses nouvelles en armes de guerre non plus tactiques sur le front des opérations militaires, mais stratégiques visant à l'arrière du front les populations civiles adverses en tentative de déstabilisation et de démobilisation politique. L'historien Marc Bloch avait sur ce point rédigé lui-même un essai, Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre. Et ces dernières années, l'historien et anthropologue Stéphane Audouin-Rousseau a exploré, dans le contexte de la sauvagerie de la Première Guerre mondiale, l'emploi massif et inaugural des mensonges de guerre comme nouvelle forme de combat dans les guerres de masse. Avec les masses, c'est en effet un changement de paradigme politique qui s'établit à l'orée des développements industriels du capitalisme en extension. Un l'avait déjà identifié au plus serré José Ortega y Gasset dans sa Révolte des masses, parue en 1929. Un changement de paradigme dont Elias Canetti fit le relevé conceptuel après la Seconde Guerre mondiale avec son œuvre principale, Masse et puissance, parue en 1960. J'ai dit avec la guerre, avec les masses, avec la modernité. C'est l'ordre des discours qui mute. La publicité, la réclame, la harangue, la propagande en style narratif, avec son cortège de cachexie langagière, sous forme d'hyperboles inflationnistes et licencieuses, d'anomie lexicale ou, comme on dit aujourd'hui, d'éléments de langage. Les médias, à commencer d'abord par la presse, qui s'installe en librettiste des entendements convenus domestiquants et maître de balai des mouvements acéphales des masses. Enfin, avec les totalitarismes, l'émergence d'une forme inédite, insoupçonnée des grands classiques de la pensée politique fondatrice, un au-delà de la tyrannie et du despotisme qu'elle avait consigné dans ses nosographies inaugurales des symptômes du politique. Les avertissements n'avaient pas manqué, d'André Suarez à Anton Siliga avec son Au pays du grand mensonge paru en 1938, et le viol des foules par la propagande politique de Serge Tchakotine. Comme disait Goebbels, plus un mensonge est gros, plus il est cru. Et comme le dit un jour un chef du KGB, une vérité n'est rien d'autre qu'un mensonge qui n'a pas encore été décelé. Une anecdote à propos de Serge Tchakotine. Une petite vignette qui, dans ses échos réitérés de notre temps contemporain, fait indicateur de sens. Son livre doit paraître en France à la fin du printemps 1939. Il découvre aux dernières épreuves, avant le bon à tirer, qu'il a été caviardé. Tous les passages déplaisants à Hitler et Mussolini ont été supprimés. De même que la dédicace du livre, ainsi libellé « Je dédie ce livre au génie de la France à l'occasion du 150e anniversaire de sa grande révolution ». Il va se révéler que cette censure a été faite à l'instigation du ministère des Affaires étrangères, dirigé par Georges Bonnet. Quant à la dédicace, le ministère de la Troisième République avait jugé que c'était démodé, l'année où le monde de la liberté fêtait l'anniversaire des 150. Tchakotine, fort des lois françaises, se battit, les passages supprimés furent rétablis et le livre parut tel que rédigé. Mais 2 mois après, la guerre déclarée,
la police fit une descente dans toutes les librairies pour retirer les exemplaires. Et en 1940, les nazis occupant Paris les confisquèrent et les détruisirent. Pour parachever l'anecdote, en décembre 1938, Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, avait fait savoir qu'il ne voulait pas au dîner de réception en son honneur au Quai d'Orsay de la présence de Georges Mandel et de Jean Zay, ministres du gouvernement, au motif qu'ils étaient juifs. Georges Bonnet s'exécuta. Seul Édouard Herriot, ministre radical, refusa par solidarité d'assister au dîner. Ce que, dans le raccourci que sa synthèse séminale Coiré pointe et qui se prolonge à travers le temps, si on veut bien en entendre les résonances, c'est que nous sommes toujours en guerre. Mais nous ne voulons pas le savoir. Une guerre de basse intensité le plus souvent, mais de haute performance. Une guerre dans laquelle mensonges, théories du complot et mépris de la vérité prépositionnent des défaites sans excessive conflagration. Cette guerre-là est de civilisation. Non pas entre les civilisations, mais à l'intérieur de chacune d'elles. Pas entre différents dress codes ou rites de table dressée, pas entre le canard laqué et le hamburger en ketchup, pas entre la kémia et la blanquette de veau, pas entre les combinaisons monochromes intimissimi ou le pain coloré, pas entre les sonnets et les haïkus, mais entre civilisation de vie et civilisation de mort. Elle traverse toutes les régions civilisationnelles de la planète. Le délitement de l'impératif de la vérité, les négligences et les lâchetés, voire les complicités devant les démembrements de ces paramétrages culturels, dans leurs composantes cognitives, éthiques, psychiques, est un des champs de bataille de cette guerre-là de civilisation. La seule qui vaille. C'est ce que se propose de nous entretenir, ce dont se propose de nous entretenir Richard Landes aujourd'hui. C'est d'un aspect non des moindres de son actualité, après le temps d'Alexandre Coiré, vu sous un autre angle. Nous sommes heureux de l'accueillir dans ce cycle. Richard Landes est historien, médiéviste, diplômé de Harvard, de Princeton et de l'École normale sup de Paris. Pendant les années 1980-90, il mena ses recherches sur les mutations sociales et possiblement politiques créées par les mouvements millénaristes par l'approche du jour du jugement et leur incidence. Il a enseigné au département d'histoire de l'Université de Boston durant 25 années. Autour des années 2000, il a entrepris la création d'un centre d'études millénaristes. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment aux presses universitaires de New York, d'Oxford, de Harvard, dont Tant que Dieu tardait, échec d'espoir millénariste de Jésus à la Pax Dei 33-1033. Et actuellement, il travaille à un livre sur le tournant du troisième millénaire. Aujourd'hui, il met sa réflexion en premier lieu sur le djihad mondial, à partir de ses propres objets de recherche, à partir de ce qu'il a pu étudier des mouvements millénaristes, une approche et un éclairage inhabituels, peu entendus, qui vaut d'être écouté. Il est le créateur de l'expression « Pallywood », en connotation de l'Hollywood californien et du Bollywood de Mumbai, qui pointe l'usage des mises en scène médiatiques dans la propagande mélodramatique des mouvements palestiniens. Richard Landes vit principalement à Jérusalem. C'est de là qu'il nous parle ce soir. Richard, je suis heureux de t'accueillir, c'est à toi. Nous t'écoutons avec attention et intérêt. Merci, merci. Comme dit Gérard, je vous parle ce soir de Jérusalem, où j'ai choisi de travailler et vivre. Je sais que pas tout le monde croit que c'est le centre du monde, mais certainement le moine aquitain au sujet duquel j'ai écrit ma thèse de doctorat y croyait quand il a choisi en 1033, le millénium de la Passion, d'y faire pèlerinage et d'y mourir en 1034. Donc, moi j'espère au moins arriver à 2034.
Donc, vous m'excuserez si je vous parle d'un point de vue dans lequel Jérusalem est en effet au centre de la crise globale et civilisationnelle qui nous secoue si puissamment en ce moment. Vous pouvez bien sûr me débouter en me tenant pour un zioniste pleurnichard, et comme un ami m'a prévenu, ce que j'ai à dire est assez lourd, difficile à digérer. Pour cela, je m'excuse d'avance. Mais au moins pour une petite heure, laissez-moi vous expliquer comment ce juif historien de la France et de l'Europe chrétienne comprend pourquoi le monde occidental moderne, ou postmoderne si on veut, les démocraties à la fois si productrices et égalitaires ne semblent pas pouvoir se défendre contre un mouvement millénariste qui commença au Moyen-Âge et qui a repris son élan apocalyptique. Le temps est venu, en l'an 1400, selon son propre calendrier, 1980 de l'ère commun, et pris l'assaut contre l'Occident en 2000. Finalement, je demande pardon à tous pour mon français américanisé. Je ne passe pas assez de temps à parler avec les francophones. En 2003, lors de ma première visite en France depuis le passage du nouveau siècle, pour nous médiévistes le nouveau millénium, quelqu'un me dit: il y a deux catégories de gens, ceux qui savent qu'on est en guerre et ceux qui le nient. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, bien que beaucoup de ceux qui reconnaissent cette guerre la croient perdue. Comme quelqu'un m'a écrit en voyant le titre et la présentation initiale de cette conférence, nous sommes déjà soumis au djihad. Certes, la décision ahurissante de la Cour de cassation dans le meurtre de Sarah Halimi renforce cette impression. Pourquoi libérer une telle personne et ne pas protéger des citoyens comme Halimi, à moins que ce soit le rôle principal du dhimmi, celui qui est soumis à l'islam, de ne pas froisser les islamistes triomphalistes, ni de culpabiliser un essentialisé opprimé, ni d'innocenter un infidèle, et cette soumission au prix d'une loi démocratique et égalitaire. Bien que je vois clairement les signes de cette soumission sournoise, une dimitude proleptique pour ainsi dire, une soumission assumée volontairement en anticipation de conquête, je ne suis pas du tout de l'avis que la guerre est perdue, même en France. Certes, l'Occident en général et surtout les grands pays, France, Angleterre, Allemagne, USA, Canada, ont gaspillé d'énormes avantages dans leur combat avec ce phénomène que j'appelle les califateurs, c'est-à-dire un mouvement millénariste apocalyptique médiéval qui veut établir un califat universel, ça c'est le rêve millénariste, dans cette génération, c'est-à-dire l'élément apocalyptique. Dans l'affaire des bandes dessinées danois de 2005-6 par exemple, beaucoup de nos leaders se sont rués à se prosterner devant les exigences d'un islam dominateur et sûr de lui-même. Mais j'estime que notre avantage établi le long d'un millénaire de Kulturarbeit, travail culturel et civilisationnel, est si grand qu'on a toujours les ressources majeures à mobiliser dans ce combat. On ne l'a pas encore fait. Avec la clarté empirique et la renonciation d'un narcissisme moral, les rapports de force pourraient se renverser. J'adresse les remarques suivantes alors à ceux qui s'intéressent toujours à défendre la démocratie et la culture progressiste contre l'assaut des califateurs. C'est-à-dire, pour vous en rappeler, parce que je vais employer ce mot assez souvent, les califateurs sont les musulmans, certes pas tous les musulmans, qui croient qu'enfin l'heure est venue pour remplir leur destin en établissant un califat
mondiale. Et curieusement, notre histoire commence à Jérusalem. En 2000, l'Occident fut inondé de fake news au sujet de ce qui se passait en Israël-Palestine et la réception favorable, on pourrait même dire enthousiaste, de ces reportages au sujet de Juifs qui se comporteraient mal a déboussolé l'Occident profondément, à la fois empiriquement et moralement. C'est précisément à partir de ce moment, en octobre 2000, que la soumission de l'Europe s'est enchaînée. Pour la renverser, je vous soumets, il faut y revenir. Seulement si les Européens peuvent déconstruire la folie autodestructrice, voire suicidaire, des premières années du siècle présent, qu'ils auront l'occasion de se battre. Commençons par l'histoire du petit Mohamed Al-Doura, qui, selon le journaliste israélien-français Charles Anderlin, fut la cible de feu venue de la position israélienne. Laissons de côté pour le moment les erreurs de déontologie professionnelle qui ont permis à ce récit de circuler immédiatement comme fiable et considérons son rôle en tant que blood libel. J'emploie ici l'anglais blood libel et l'hébreu alilat dam au lieu du français accusation de meurtre rituel. L'attribution d'un tir délibéré aux soldats israéliens, Mohamed et son père étaient la cible intentionnelle, affirmation à laquelle Anderlin n'avait aucune évidence en soutien et qui, il avoua plus tard, obéissait aux exigences de Hamas. Qu'aurait-il dit à Gaza, répondit-il à un journaliste israélien qui lui demanda sur quoi il basait cette revendication, est à la base du premier blood libel postmoderne en Occident, premier à avoir du succès depuis la Shoah. À la place de l'accusation de meurtre rituel, les Juifs tuent les enfants chrétiens pour en faire leur pain azimé, un implant fantasmatique de longue durée, naît une nouvelle avatar. Les Israéliens ciblent les enfants palestiniens dans les bras de leurs parents. Ce blood libel retentit à la fois en Occident et dans la Oumma musulmane mondiale. En France, par exemple, exprimant une pensée que je crois générale, Catherine Ney pontifia. Ce mort efface l'image du petit garçon dans le ghetto de Varsovie. D'un coup, une fausse histoire pleine de trous remplaça et effaça une image symbolisant le meurtre délibéré de plus d'1 million d'enfants juifs européens de moins de 14 ans, comme l'avait montré Gérard dans une exposition au mémorial de Caen. L'inversion qui hante le XXIe siècle s'effectua en un clin d'œil. Un nouveau narratif de remplacement devient consensus. Les Palestiniens sont les nouveaux Juifs, les Israéliens, les nouveaux bourreaux nazis. Dans la Oumma, l'effet fut même plus violent. C'est comme si Israël et ceux qui la soutiennent ont tué tous les enfants du monde, entonna Bin Laden. Pour lui, c'était, comme les protocoles des sages de Zion pour Hitler, le mandat sacré pour le massacre de millions de juifs et d'autres infidèles. Cette icône de la haine devint le centre de recrutement pour le djihad global. Ainsi, les Européens, surtout les Français, qui revenaient sans cesse en loupe grossissante sur cette image choc de l'intifada à la télé chaque soir, déferlaient en même temps devant leur communauté musulmane le drapeau du djihad, contre Israël bien sûr, mais contre eux-mêmes aussi. Et ça, ils ne voyaient pas. La déroute de la pensée occidentale du nouveau siècle atteint de nouveau un sommet en 2002, quand les mêmes journalistes crédules qui, depuis Al-Doura, répétaient tout ce que leur affirmaient les porte-paroles palestiniens, répandaient la supposée information à leurs lecteurs et auditeurs en Occident que Tsahal massacrait des centaines, même des milliers de civils palestiniens à Jenin,
tout comme les nazis ont massacré les Juifs en Pologne et Ukraine. Pour protester contre ces actes génocidaires, des manifestants européens ont porté des fausses vestes suicidaires. À Madrid, c'était des mannequins autrement à poil, pour montrer leur solidarité avec les djihadis qui, ils ne le savaient pas encore, mais auraient pu, s'ils étaient moins anti-américains, les cibler eux aussi. Cette réception enthousiasmée en Occident de faux récits de massacres à Jenin, en tant que reportage fiable, affirmait de façon extraordinaire le récit de recrutement des djihadistes au sein de leurs ennemis. Un cas presque clinique de ce qu'on pourrait appeler du own goal war journalism. Marquer des buts pour l'ennemi en reprenant sa propagande de guerre comme vérité. Je crois que Coiré n'avait pas imaginé que le mensonge serait les mensonges des ennemis plutôt que ceux qui... Ouais. D'un côté, le massacre de Jenin, d'un côté, le massacre impitoyable, comme vérité. D'un côté, le massacre de Jenin prouvait aux musulmans que les infidèles les ciblaient de façon impitoyable, et de l'autre, il encourageait leurs cibles démocratiques de se culpabiliser quand les djihadistes s'attaquèrent à leur société. Ainsi, quand Al-Qaïda frappa les États-Unis, après un bref moment de lucidité morale, nous sommes tous des Américains, le monde publia les divagations échevelées de Baudrillard. Cette expression divagation échevelée, c'est ce que employa Ferdinand Lott pour renvoyer les pensées de Michelet au sujet de l'an 1000. Car c'est elle, je cite Baudrillard, car c'est elle, l'Amérique, qui, par son insupportable puissance, a fomenté toute cette violence infuse par le monde et donc cette imagination terroriste, sans le savoir, qui nous habite tous. Que nous ayons rêvé de cet événement, que tout le monde, sans exception, ait rêvé, en est rêvé, parce que nul ne peut pas rêver de la destruction de n'importe quelle puissance devenue à ce point hégémonique. Cela est inacceptable pour la conscience morale occidentale, mais c'est pourtant un fait et qui se mesure justement à la violence pathétique de tous les discours qui veulent l'effacer. Par exemple, la mienne. À la limite, c'est eux les djihadis qui l'ont fait, mais c'est nous qui l'avons voulu. Et c'est cette réponse de Baudrillard, ce que Paul Holland appelle la politique de l'envie, mais je crois mieux la politique du ressentiment, qui prit le dessus. L'anti-américanisme eut alors une résurgence tout aussi vivace et étroitement liée à la judéophobie, comme l'a montré Nidra Polaire dans beaucoup de ses publications. 3 mois après le 11 septembre, quand Thierry Messon sortit avec son livre culpabilisant Bush et disculpant Bin Laden pour l'attaque, le livre se vendit comme des petits pains. Même les gens chargés de le faire ne savaient pas quoi y penser, ni même comment identifier et parler de l'ennemi. Guerre contre la terreur fut la formule la plus politically correct et la moins utile, surtout dans une sphère publique où les journalistes prenaient comme vérité de la palisse que one man's freedom fighter is another man's terrorist. Ainsi, ni Reuters ni BBC n'attribuent aux agents ni aux actes du 11 septembre l'adjectif terrorisme. Apparemment, les djihadistes n'aiment pas qu'on les traite de terroristes. Donc, par un acte de soumission, si les djihadistes ne le voulaient pas, on ne le fera pas, on a préféré le statut de freedom fighter aux pires impérialistes apocalyptiques, des guerriers, entre guillemets, qui prenaient les civils comme cible principale et la conquête du monde comme millénariste.
Pardon. OK. Le nouveau siècle, millénium, était donc très mal parti. Des qualifateurs millénaristes qui voyaient la globalisation effectuée par l'Occident comme un préparatif au califate, tout comme Eusèbe voyait en l'Empire romain la préparatio evangelique, qui datait déjà de 1980, 1400 selon le calendrier de l'islam, ont ouvert feu sur les démocraties occidentales en l'an 2000. Israël 2000, États-Unis 2001, Espagne 2004, Angleterre 2005, Danemark 2006, etc., etc. Et au lieu de s'y opposer vigoureusement, nos leaders de pensée, journalistes, universitaires, hommes politiques, ont fait l'affaire des qualifateurs. Au lieu d'identifier les qualifateurs non violents, comme par exemple Youssef Al-Qaradawi, qui dit en 1995 « La conquête de l'Occident se fera par Dawa », et contrer leur guerre cognitive contre l'Occident, ils ont catégorisé tout qualificateur non violent comme modéré et les ont embauchés dans leur service d'intelligence. Quand l'attaque de Londres de 7 juillet 2005 eut lieu, le chef député de la police de Londres affirma « En ce qui me concerne, l'islam et le terrorisme sont deux mots qui ne vont pas ensemble ». Propos repris intégralement par l'administration du président Obama entre 2008 et 2016. Lors des émeutes de l'automne Ramadan de 2005 en France, les chercheurs du CNRS, les journalistes, les chefs d'État se précipitèrent pour nier tout aspect islamique, en dépit du fait que les émeutiers criaient Allahu Akbar. Le chef de TF1, Michel Dacier, ordonna à ses journalistes de ne pas montrer les émeutes pour ne pas renforcer la droite. On voit ici en pleine forme une sorte de journalisme manipulateur qui, au cours de ces dernières décennies, avec l'apport révolutionnaire des nouveaux chemins de communication digitale et social media, créa le grand fossé qui divise si tragiquement actuellement la gauche et la droite occidentale. D'un côté, la gauche se voit en tant que bien-pensant, ouvert, somme positive, antiraciste, écuménique, et voit la droite en tant que déplorable, tribale, somme nulle, xénophobe et raciste. De l'autre, la droite voyait la dénégation de la gauche comme une trahison des clercs. Ainsi, à partir de 2003 à 2006, toute une série de livres sont apparus qui décrivaient à la fois la menace de l'islamisme et la folie de la réaction occidentale aux défis. Les influenceurs intellectuels de l'Occident ont préféré y voir des théories de conspiration islamophobes qui ne méritaient aucune attention. Au contraire, ils préféraient des livres intitulés « Pourquoi l'Union européenne dirigera le monde au XXIe siècle » et « Comment les États-Unis de l'Europe vont remplacer les États-Unis d'Amérique ». Que quelques années passées du nouveau siècle, l'Occident avait ainsi mis en marche une dynamique qui renforçait ses ennemis en même mesure qu'il s'affaiblissait eux-mêmes. En France, surtout, cette infiltration djihadiste a pu se dérouler par une attaque sur les Juifs, qui apparemment, dans la pensée de beaucoup, méritait l'hostilité des musulmans à cause de leurs compatriotes israéliens, ce que leurs compatriotes israéliens, selon les médias, faisaient aux pauvres Palestiniens. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir en anglais qui s'appelle Jews Don't Count. Pour renverser ce processus, pour effectivement défendre la démocratie et la pensée libre, il faut revoir les trois questions. Celle de la réception des fake news au sujet du Proche-Orient, le sacrifice des citoyens judéo-français ou judéo-européens et le détournement de l'emploi d'accusations, le détournement
d'arguments en employant l'accusation de théorie de complot et l'islamophobie pour répudier les avertissements d'un danger. D'abord, les fake news. Aux États-Unis, c'est devenu une plaie généralisée aujourd'hui. Les manipulations, voire les falsifications par les grands médias, et c'est pas que Fox, c'est CNN, c'est MSNBC, c'est NBC, tous les grands médias, de nouvelles au sujet des élections, des émeutes, des manifestations, des attaques de police contre les Noirs, des attaques sur les polices, sur Covid-19, etc., etc., renforcées par le rôle essentiel des réseaux sociaux en fournissant l'accès aux nouvelles, ont produit en quelque sorte une forme de auto-lavage de cerveau où deux voisins peuvent vivre dans deux mondes à part, totalement étrangers. On parle de news bubbles, des bulles de renseignement, mais elles deviennent de plus en plus des ballons de fer forgé. Surtout, il faut souligner que l'aspect le plus dangereux de la situation actuelle, c'est la faillite des médias traditionnels. Les journaux, les nouvelles à la télévision, sous l'impact de ce journalisme post-vérité, est toujours plus partisan. Car quand l'Internet sert en quelque sorte de boîte de pétri où foisonnent les théories de conspiration, le fait que tant de personnes ont, souvent avec raison, hélas, perdu toute confiance en la fiabilité des médias classiques, ce qu'on appelle en anglais the mainstream media, on peut affirmer n'importe quoi et le défendre en écartant tout appel à ce qui devrait être un consensus empirique en disant que ce n'est que des faux, du fake news. Tout cela maintenant constitue un guet-apens tellement complexe que ça va être difficile de s'en sortir. Il y a une devinette au sujet d'une île où réside une tribu de gens qui disent toujours la vérité et une autre tribu qui mente tout le temps. Comment, avec une seule question à un indigène dont on n'a pas encore identifié sa tribu, peut-on savoir la route vers la ville des gens honnêtes? Solution, demander. Si je demandais à quelqu'un de l'autre tribu comment trouver la ville des gens honnêtes, que dirait-il? Et faire l'opposé. Le menteur indiquerait son village, il ment au sujet de ce que dirait l'homme honnête, et l'autre indiquerait le même village, répétant honnêtement le mensonge que dirait l'autre. On commence le trajet en établissant ce qui est nettement faux. À mon avis, il vaut la peine de remonter au début du déluge actuel de fake news, la façon honteuse dont les grands médias, surtout en France et Angleterre, ont fait le reportage du conflit entre les Juifs souverains d'Israël et les islamistes suprématistes qui les entourent et qui ne peuvent pas accepter des Juifs autonomes à l'intérieur de ce qui devrait être Dar al-Islam, le royaume de la soumission. Non seulement cela permettra d'y voir plus clair, mais aussi cela donne la clé pour comprendre pourquoi les grands médias ont tant gâché le phénomène des agressions extraordinaires des musulmans au XXIe siècle. Et je note en passant au sujet des agressions extraordinaires des musulmans au XXIe siècle, que si on lit des livres publiés dans les années 90, avec des titres tels que Le Monde en 2020, La France au nouveau siècle, Le Monde, ça marche. Le Monde en 2020, la France au nouveau siècle et développement économique et social au seuil du XXIe siècle, on trouve aucune discussion, aucune réflexion sur l'islam, sur le djihad. Au maximum, on fait des petites allusions aux problèmes d'immigration. Même ceux qui étudiaient le phénomène pensaient que la lancée djihadiste s'était épuisée à l'arrivée de 2000.
Gilles Kepel titra son livre de 1990 à ce sujet, Djihad, expansion et déclin de l'islamisme. Le public occidental se trouve alors, à cause du fake news au sujet de ce problème, dans le cas d'une sorte d'insensibilité à la douleur congénitale avec anhydrose, c'est un terme médical, une malaise où les nerfs ne renvoient pas les messages de douleur au cerveau. Ceux qui souffrent de ce SIPA en anglais peuvent se brûler la main sans s'en rendre compte. Dans ce cas qui nous concerne, les professionnels de l'information ne renseignent pas ou renseignent très mal la sphère publique au sujet des douleurs infligées par les qualifateurs. Et le fait que ces victimes, que les victimes, les premiers, les plus fréquents des qualifateurs sont les juifs, mais aussi des populations civiles dans les pays à dominance musulmane, comme les chrétiens en Proche-Orient, qui, a permis aux qualifateurs de frapper des infidèles pendant 20 ans sans beaucoup de résistance. Finalement, venons aux questions des théories de complot. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, où les Allemands furent captifs d'une croyance en la conspiration des sages de Zion, ce qui fut pour eux un mandat de génocide, le titre du livre de Norman Cohen, Warrant for Genocide, traduit en français Histoire d'un mythe, les Occidentaux avisés ont rejeté ce genre de pensée. En fait, une des meilleures façons de s'attaquer à un argument, c'est de le qualifier de théorie de complot. C'était, et ça demeure, la première ligne de défense de Charles Anderlin au sujet du petit Mohamed. Comment croire que les Palestiniens mentiront aux médias occidentaux? À moi? Même les médecins? Non, mais vous rigolez. Et pourtant, à Jenin, comme l'a montré Pierre Rove et bien d'autres, non seulement les gens que Tsahal ont sauvés les ont faussement accusés, mais en première place le chef de l'hôpital. Ainsi, les leaders de la pensée progressiste en Occident ont préféré croire que les soldats israéliens ont délibérément ciblé un enfant dans les bras de son père que croire la bien plus grande, mais impensable probabilité que Talal Abou Rahmeh, le caméraman palestinien qui filmait avec l'équipement de France 2, a monté la scène, comme tant d'autres ce jour-là, selon les Roches. Faut dire que l'expression Pallywood m'est venue en regardant les Roches de Talal Abou Rahmeh. C'était scène après scène mise en scène. Le problème pour les Français, les Européens, les habitants des démocraties, c'est que même quand ils sont face à un vrai complot, ils n'arrivent pas, ils refusent de le reconnaître. Pour les Juifs, c'est même plus difficile. Ayant été la cible génocidaire d'une telle théorie, ils ont du mal à accuser autrui, même quand l'autre est preneur avide de la même théorie, et tout comme les nazis qu'ils admirent ouvertement, ils projettent leur propre désir de conquête mondiale sur les Juifs. Et l'aspect le plus minable, c'est que c'est même pas une conspiration. Les qualifateurs le disent tout haut. La conquête des démocraties, c'est leur but. Ce n'est pas comme la conspiration des sages de Zion basée sur un faux et niée par les Juifs un secret. Les qualificateurs ne sont pas muets, c'est nous qui sommes sourds. Quand on croit que les Israéliens sont les nouveaux nazis, c'est bien difficile de reconnaître là où se trouve leur vrai avatar contemporain. Si la phobie représente une peur irrationnelle, c'est quoi le mot pour une manque de peur irrationnelle? Nous nous trouvons alors dans une situation d'un syndrome en forme de sida culturel agressif. D'un côté, notre corps social embrasse les envahisseurs et de l'autre, il s'attaque à ceux qui essaient de nous en prévenir. Avec le déni de la gauche et l'alarme de la droite,
on a intériorisé le clash de civilisation dont Sam Huntington nous a avertissé en 1995 et que la gauche a insisté n'existe que dans la cervelle de son auteur, qui ainsi alimentait une guerre éventuelle par ses fantasmes belliqueux. Il faut abandonner ce vocabulaire de gauche et de droite, maintenant devenu un aspect de notre désorientation cognitive et morale. Maintenant, l'extrême droite et gauche sont à la dérive et le centre ne tient pas. On a peur de parler de l'islam, même prononcer le mot islam radical, de peur d'encourager même plus d'hostilité envers les musulmans citoyens de nos pays. En Angleterre, on a tellement peur d'être traité d'islamophobe que les responsables à tous les niveaux ont fini par laisser des gangs pakistanais violer des centaines et probablement des milliers de jeunes Anglaises à leur aise pendant plus d'une décennie. Mais les vrais musulmans modérés souffrent tout autant et même plus de la plaie des qualifateurs. Nous les abandonnons tout autant que nos enfants. C'est donc ironiquement un problème intellectuel qui nous confronte. Nous savons tous à de différents degrés combien les émotions jouent sur le conscient aussi bien que sur la conscience. Ceux qui étudient la façon féroce et destructrice du millénarisme apocalyptique dans l'histoire, y voient un même parasite qui monte à cheval sur les cerveaux qu'il arrive à envahir, monté par une personnification du sacré, comme l'a dit le sociologue Henri Desroches. Ces mêmes salvateurs peuvent tuer les êtres qu'elles chevauchent, ces mêmes mimes, ces mêmes salvateurs peuvent tuer les êtres qu'elles chevauchent, voire toute leur communauté, comme un Munster, tribu comme les Xhosa en Afrique, toute une nation comme 30 millions de Chinois lors des guerres du Taiping. Ironiquement, le mot Taiping veut dire le paradis terrestre. Les méga-tueries de ces idées millénaristes peuvent déclencher, parfois franchement suicidaires, contribuent à des incendies de forêt qui peuvent ravager des régions entières. Un instant. Daniel Dennett, dans sa délation de la religion Breaking the Spell, invoque le phénomène extraordinaire d'un virus qui s'implante dans la cervelle de fourmis, les poussant à monter des lames d'herbe et y attendre qu'une vache les ingère, car, wait for it, dans l'estomac de la vache, le virus a les meilleures conditions de reproduction. Pour Dennett, cette relation prédatrice caractérise la religion tout court. En fait, c'est la meilleure description de la façon dont certains memes apocalyptiques font leur travail. Les bévues des intellectuels au début du XXe siècle au sujet A, de l'islam triomphaliste, B, des juifs autonomes d'Israël, et C, de la culpabilité fondamentale de l'Occident, nous ont donné ce que j'appelle la mentalité du Y2K, Year 2000. Le même qui insiste quand les djihadis, le même, the meme, qui insiste quand les djihadis s'attaquent à nous, c'est de notre faute, surtout la faute des Juifs. Une bonne mesure de dégradation de notre vocabulaire actuel, l'emploi qu'on fait maintenant de racisme, génocide, phobie, antisémitisme, droite et gauche, ainsi bien que l'ensauvagement des relations civiles à l'intérieur de notre culture, remonte à ce fait, toujours pas reconnu par la gauche, qu'en 2000, les gens qu'ils considéraient la droite, belliqueux, tribal, fermé à l'autrui, déplorable, ont eu raison. On était en guerre. Ceux qui, en France, reconnaissaient
le cheval de Troie que représentait le processus d'Oslo, ceux en Occident qui sonnaient l'alarme contre la menace des qualifateurs. À l'époque, on les appelait islamistes, musulmans radicaux, djihadis. Ils n'avaient pas tort et ils ont été sacrifiés sur l'autel du narcissisme moral. Nous, les Suèdes, Moral Sweden, les Suèdes, les Européens, les progressistes, sont le comble de la moralité globale. Nous atteignons la paix en refusant de se battre, même de façon non violente. Avant que la gauche reconnaisse ses erreurs dans ce domaine, descende de ses grands chevaux, renonce son alliance avec les qualifateurs non violents, ils ne réussiront pas à défendre la civilisation qui les a donné naissance et sans laquelle, tout comme le virus dans l'estomac de la vache, ils ne pourraient pas multiplier. Ils seront, comme les fourmis envahies par ce virus, poussés à leur propre perte par des virus mentaux qui les chevauchent. Tout comme les Xhosa en Afrique en 1856-7, qui ont tué leur capitale, leurs vaches, par les centaines de milliers et sont morts de faim par des dizaines de milliers, les progressistes occidentaux détruisent notre capital intellectuel dans le vain espoir d'amener le paradis terrestre. Comment en sortir? Comment, par la pensée, réparer ces mêmes mimes les plus toxiques de la pensée? Comment descendre du cheval? Je reviens à ma remarque introductrice. Est-ce un combat déjà perdu? Selon moi, pas du tout. Mais je dois avouer que je représente une minorité de ceux qui suivent le problème depuis 2 décennies. D'un côté, la voie est claire et nous avons toujours les ressources pour combattre les qualifateurs et sur le niveau cognitif et sur le niveau kinésique, c'est-à-dire militaire. Par ailleurs, par contre, les engagements idéologiques et psychologiques des personnes qui jusqu'à présent ont dominé le débat public en Occident laissent peu d'espoir. Ces Xhosa culturels tuent notre capital culturel dans la vaine espoir d'apaiser nos ennemis. Dans tout cela, il y a une chose certaine qui va se passer. Les attaques des qualifateurs ne vont pas diminuer, au contraire. Il faut donc se préparer pour réagir de façon constructive aux situations dramatiques qui se passent et vont se passer, qui provoqueront des prises de conscience. D'un côté, les attaques des djihadistes Rambouillet dernièrement, et de l'autre, les actes dramatiques de soumission, la dimitude proleptique, comme la Cour de cassation dans l'affaire Halimi. Peut-être pourrait-on chevaucher ces moments de prise de confiance pour élever notre discours au sujet des qualifateurs, une prise de conscience intellectuelle qui pourrait combiner le réalisme de droite et l'empathie, une vraie empathie, pas une sympathie crédule, de la gauche, non pas pour provoquer des peurs et des haines, mais pour voir clair et répondre avec aplomb. Les rassemblements, 30 000 personnes pour Sarah Halimi, les prises de parole télévisées positives des non-juifs, député Pouponi, chanteur Renaud, philosophe Michel Onfray, les célébrités juives, Hanouna, Arthur, Gad Elmaleh, Patrick Bruel, Carla Bruni, les éditoriaux, les marches blanches hyper cachères et les prises de part des présidents sont bien plus visibles aujourd'hui que dans les années 80 où les réactions de Raymond Barre à l'attentat du synagogue de Copernic, les Français innocents, et François Mitterrand au sujet de l'attaque rue des Rosiers, terrorisme d'État, ou même des années 00, c'est-à-dire le début de ce siècle, quand la nouvelle judéophobie a commencé et les responsables, soucieux de la réputation d'une république qui perdait ainsi ses territoires, niaient tout aspect antisémite.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron, en déclarant l'antisémitisme n'est pas seulement le problème des Juifs, c'est d'abord le problème des autres, est une étape comme celle de Jacques Chirac en parlant de Veldiv, a déclaré la France ce jour-là accomplissait l'irréparable. Ce sont des étapes qui prouvent des avancées dans le tableau noir que je dépeins. Le juif français n'est plus le détonateur du conflit du djihadisme, car les Français ne s'en désolidarisent pas. Comme dit un bon ami, c'est le principe de république qui est attaqué, seul rempart de cancel culture. Pour rendre cette prise de conscience effective, pour que cela ne soit pas une vague d'émotions sans effet, comme les manifs Je suis Charlie Hebdo de 2015, qui signalent la vertu et les bonnes intentions sans rien changer, il faut préalablement renouveler un centre qui se libère de la dichotomie franchement inutile, sinon déroutante, entre droite et gauche. Il faut revenir sur les terrains où le réalisme et l'empathie peuvent se disputer honnêtement, courageusement, sanamente, comme on dirait au Moyen-Âge. Des francs-parleurs qui s'engagent avec un public qui résiste aux cris de haro des antiracistes. Il faut bien sûr combattre la haine raciste, antisémite, même islamophobique, mais la phobie antiraciste ou tous les formes de préjugés des Blancs constituent un racisme insupportable et ceux des gens de couleur sont des réactions intelligibles de notre oppression, ne permet pas d'y penser, a fortiori de combattre ces haines effectivement. Et comme toute solution vraiment progressive, une telle démarche aboutirait à une solution à somme positive. Les musulmans non triomphalistes seront parmi les plus gagnants, ainsi que leurs voisins, c'est-à-dire nous. Mais pour revenir à mes propos d'introduction, au cœur de ce nœud, nous trouvons de nouveau les Juifs et au XXIe siècle Israël. Le cœur du dilemme des progressistes, c'est ce que David Hirsch en Angleterre appela en 2006 « the Livingston formulation », où l'inflation du terme islamophobie pour inclure toute remarque qui pourrait blesser les musulmans triomphalistes, même ceux qui circulaient leur haine génocidaire, correspondait exactement à la dévaluation du terme antisémitisme qui n'était employé, selon Livingston et les autres, que pour faire taire la critique d'Israël. Sans pouvoir repenser cette inversion, je vous soumets, les démocrates du monde, les Européens, les Américains, vont perdre face aux califateurs. En 1892, Echad Ha'am écrit au sujet des accusations de meurtre rituel que quand les Juifs niaient le phénomène, les gentils répondaient « Est-ce possible que tout le monde ait tort et les Juifs aient raison ?» En 2002, Kofi Annan répondit au démenti d'Israël au sujet des massacres de Jenin. Est-il possible que tout le monde ait tort et Israël ait raison? Dans les années 2020, nos années, cette décennie, les héritiers du courant progressiste de l'Occident, des démocraties, des égalitaires, des aimants de résolution à somme positive, doivent considérer qu'en fait, ils ont eu tort au tournant de ce siècle et repenser leurs dérives. Peut-être que les Juifs ont raison. Alors peut commencer le travail pénible mais urgent de se dégager de la doxa meurtrière du mème, the meme, du Y2K. Quand les califateurs nous attaquent, c'est notre faute. Même si ça s'avéra impossible, il serait non seulement lâche, mais une insulte à tous nos ancêtres juifs, chrétiens, hérétiques, libres penseurs qui ont milité pour une société égalité et libre, c'est-à-dire
vraiment progressiste, depuis, selon moi, plus d'1 millénaire. Et finalement, combien cela coûtera? Tout cela coûtera un tout petit peu d'humilité morale et de modestie intellectuelle envers les Juifs, même les Juifs croyants, un peu de courage et de curiosité intellectuelle. Pas un prix exorbitant pour sauver la première civilisation progressiste sur le plan planétaire. Une France où les qualifateurs arrivent à chasser les Juifs sera une France soumise. Une France où les musulmans vivent en paix avec les Juifs sera une belle démocratie pour tous ses citoyens et une contribution importante à une culture globale civile à l'aube du nouveau millénaire. Moi, je le crois possible, mais je suis optimiste de nature et de fait, je suis minoritaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. Merci, merci. Merci de ton exposé, mais aussi, je voudrais te dire merci pour l'effort que tu as fait de le penser, de l'exprimer en français. C'est pas simple et je t'envie cette capacité. J'aimerais l'avoir aussi. Et vraiment, je te félicite de ça. Je vais faire quelques commentaires et te poser quelques questions. Pour ceux qui veulent intervenir aussi, je leur propose de poser les questions par écrit et nous les choisirons ensemble puisque peut-être pas toutes pourront être consultées et répondues au mieux qu'il sera possible. Mais vous écrivez vos questions et vos interventions par écrit et nous ne les manquerons pas. La première chose que je voulais te dire, c'est que tu as inventé le mot Pallywood, qui a pris du poids au niveau international. Et je crois que tu as inventé un nouveau mot très utile dans la lexicographie de l'enjeu, c'est celui de qualifateur. Je trouve qu'il est très utile. Il nous libère aussi de simplement islamisme musulman parce qu'il donne un poids d'actionnisme politique et de projet. Il est inclus dans l'expression et même de qualifateur. Je crois que ça devrait aussi passer dans la doxa publique et dans l'usage commun. Je trouve que c'est une belle invention que ce mot-là. J'espère. Je t'écoute et puis en résonance avec mes propres travaux sur mes propres domaines, on parle de la même Europe et on pleure la même Europe, c'est-à-dire celle d'il y a un millénaire que tu as évoquée, celle des Juifs, chrétiens et des libres penseurs. Cette Europe-là, cet Occident-là que tu décris de façon contemporaine, c'est celui qui a perdu la vérité, la raison, la liberté. C'est-à-dire c'est l'Europe de la Renaissance, d'une certaine façon. C'est pas seulement l'Europe des Lumières, parce que les Lumières ne sont qu'un rebond ou bien un avatar de l'Europe de la Renaissance. C'est cette Europe que Stéphane Zweig idéalisait formidablement et qu'il décrit presque mythiquement dans son livre sur Erasme. Je crois que ce qu'on observe, peut-être ça a commencé avec la Première Guerre mondiale, mais sûrement on peut aussi le dater du 30 janvier 1933. C'est un 33 comme tes autres 33 à toi. C'est-à-dire l'accession au pouvoir de Adolf Hitler. Je crois que l'Europe a perdu ce que Spinoza appelait son conatus, c'est-à-dire sa persévérance dans l'être, dans son être. L'Europe n'est plus. Elle n'est plus ce qu'elle a été. Elle n'est plus le lieu de résidence de la vérité, de la liberté et de la raison. C'est ce que tu décris. Elle n'est plus habitée par cette Europe-là. En fait, après 1945, elle est encore portée par tous les écrivains, les intellectuels, les artistes opprimés dans les pays socialistes, dans les pays de l'Est. C'est eux qui la portent le plus. Je parle en Europe, je ne parle pas d'autres enjeux, mais cette Europe-là, elle s'est perdue. Alors, est-ce qu'elle est capable de retrouver ce conatus spinoziste? C'est tout l'enjeu. Mais ça, c'est
un commentaire que je voulais te faire. Je voulais aussi, alors tu as décrit le rôle des médias, c'est vrai, le rôle des médias, normalement, ce serait de faire des enquêtes d'investigation, ce serait d'essayer d'établir les faits, c'est ça dont ils se prévalent comme mission sociale. Or, en fait, au lieu d'être une ligne de défense, ils sont en fait un trou dans la défense, oui. Un trou par lequel tout passe aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est une première chose. Alors, tu as évoqué en vrac, hein, tu as évoqué Sarah Halimi dans l'actualité. Il y a deux actualités aussi qu'il faudrait, et peut-être tu as des commentaires à faire là-dessus. Sarah Halimi, ça dit, toi tu dis que ça fait effet de signal de dimitude. Mais qu'est-ce que c'est que la façon dont les États occidentaux acceptent des propositions et des résolutions à l'UNESCO qui sont des dénis de réalité et de fait? C'est d'une gravité inouïe, c'est une trahison inouïe de ce qu'est les fondements, justement, qu'on vient d'évoquer, vérité, liberté et raison. Ou alors dans le genre des offensives à distance, qui ne sont pas nécessairement, qui sont des offensives cognitives, comme tu dis par ailleurs, hein, dans tes guerres cognitives. La sortie de comment on dit, Human Rights Watch, hein, il y a 2 jours, sur le fait que l'État d'Israël est un État d'apartheid. Human Rights Watch. Oui, c'est ça. Ouais. Quand on pense que le film qui a presque gagné un Oscar, le présent, d'une Palestinienne anglaise qui a fait un grand succès et qui est du Hollywood très professionnel. Oui, je pense simplement à apartheid. Quand on dit apartheid, quand je pense la place occupée par les populations d'origine arabe dans la médecine en Israël et dans la lutte contre la pandémie, qui a été saluée partout en Israël. Quand je pense au fait que, si tu me corriges si je dis une approximation, c'est un juge arabe qui a condamné l'ancien président Ehud Olmert. Oui. Hein, c'est ça. Hein. Quand je pense aux étudiants arabes que je vois quand je fréquente les universités en Israël, oui. Parler d'apartheid, on peut répéter ça. Oui. Les médias peuvent répéter une chose pareille, sans vergogne. Voilà. Tu vois oui, oui. Alors, on se demande de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une espèce d'indulgence surplombante, tu sais, un peu comme les dames patronesses qui font des tricots pour leurs pauvres, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une espèce de lâcheté qui anticipe une vassalisation que tu appelles dhimmi, oui. Ou bien est-ce qu'il s'agit aussi d'une espèce de délégation à d'autres de poursuivre un travail qu'ils ne peuvent plus eux-mêmes assumer d'en finir avec les Juifs? Ça peut être aussi ça. Non? Oui, oui, c'est une forme de proxy anti-judaïsme. Je dirais que je crois qu'il y a encore un aspect de cette histoire, et c'est ce que j'appelle la Schadenfreude morale, c'est-à-dire le plaisir que certains gens ont à entendre les nouvelles au sujet du mal comportement des Juifs. Et ils reçoivent ça en joie. Je sais, j'ai parlé avec un ami néerlandais qui a fait Aliyah ici, et il m'a dit qu'il se souvient de l'affaire Al-Doura parce qu'il se souvient du ton de plaisir avec lequel la femme qui l'annonçait à la télévision avait dans sa voix. C'est très rassurant pour des gens supersessionnistes, chrétiens, progressistes, musulmans, d'entendre que les Juifs ont fait faillite. Ça leur donne... la pensée supersessionniste est à somme nulle. Je suis en haut parce que tu es en bas. Donc, tout ce qui met les Juifs en bas, ça remonte l'esprit
des supersessionnistes et d'autres supersessionnistes. Je crois que le problème de cette déshonnêteté, on le voit dans le rapport de Human Rights Watch, qui dit « Ah non, on a pris une définition différente, on ne parle pas du Sud-Afrique, on emploie le mot apartheid dans un sens plus général, mais il l'emploie tout le temps et c'est précisément pour donner l'impression qu'Israël est raciste comme étaient les Blancs de Sud-Afrique. C'est malhonnête et il faut dire, je suis France 24, qui a donné beaucoup de place à cette affaire, qui a fait une longue interview avec Ken Roth en lui demandant ce qu'il pensait des accusations des Israéliens que c'était antisémite, et il a bien sûr dit « Ah non, on n'est pas antisémite ». Enfin, de la désinformation vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est une maladie. J'aimerais revenir sur tes propos au début et maintenant au sujet. Est-ce que l'Europe est perdue? Est-ce que l'Europe sombre dans les mensonges? Je crois que c'est possible, mais je vois les civilisations comme, disons, comme tu disais, même il y a des batailles qui se font à l'intérieur des civilisations. Et même au Moyen-Âge, moi je suis par exemple l'affaire des chrétiens qui voulaient vivre la vie apostolique, la vita apostolica. Ces gens étaient extraordinaires et je crois les prédécesseurs de la société civile qu'on a aujourd'hui. Et ils vivaient à un temps où l'Inquisition les traquait, les tuait, les torturait, etc. Il y a toujours ce combat. Moi, je crois que le monde moderne est en quelque sorte basé sur une honnêteté. Toute la science est basée sur à la fois l'effort de voir comment c'est le monde réellement et pas comme on aurait aimé qu'il soit, d'un côté, et de l'autre côté, la capacité d'accepter la critique des autres en public. C'est ça le cœur de l'université occidentale, de la science, des techniques. Si on n'était pas honnête en science, on ne pourrait pas construire des avions qui marchent. Donc, je crois que c'est très fort cet engagement à être honnête en Occident, et ce que nous, on doit faire, c'est le réveiller de nouveau et de prévenir les gens d'éviter les fausses nouvelles. Oui, alors, bon, très bien. Nous nous entendons sur le fait que, en effet, dans chaque civilisation, c'est pas un conflit de civilisation dans les cultures des régions civilisationnelles de la planète, mais c'est un conflit à l'intérieur de chacune. Moi, ce que je propose, moi, dans un tropisme freudien, c'est entre civilisation de vie et civilisation de mort. Oui, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui, je crois, est la clé du problème des progressistes pro-musulmans ou pro-califateurs, sans le dire, c'est qu'en fait, les gens, les modèles, les mannequins qui sortaient à poil avec des faux vestes suicidaires, ils étaient en quelque sorte, ils choisissaient la mort. Bah, ouais. Alors, justement, je vais avoir deux questions. Alors, avant la question la plus, on va dire, la plus théorique, comment tu associes à cet assaut djihadiste ou pas? Ou est-ce que c'est parallèle, ou est-ce que c'est indépendant, ou est-ce que c'est congruent par opportunisme ou par contingence? L'ambiance dans la pandémie actuelle, de tous les acteurs incitateurs d'antisémitisme en ligne, tu vois, qui reprennent
qui reprennent sur le Covid quelque chose qui ne vient pas du monde arabo-musulman, mais qui vient de la tradition européenne avec les accusations du Moyen-Âge d'être diffuseur de la peste ou de choses comme ça. Oui. Mais ce que je dirais, c'est que en 2000, la gauche a permis à un discours antisémite caché sous forme d'antizionisme à apparaître, l'a encouragé. Je me souviens dans les années, les débuts de l'an 2000, quand il y avait des manifs contre Israël, il y avait des nazis et qui étaient ouvertement nazis, qui étaient juste à côté et qui étaient encouragés par ce qui se passait sur la gauche. Alors, une fois cette chose introduite, les autres éléments foisonnaient. Maintenant, c'est vraiment une maladie. Dans mon livre que j'espère publier cette année, je parle, après Jenin, il y avait beaucoup de discussions d'antisémitisme. Jacques Tarnero avait fait un livre excellent, décryptage. Léon Wieseltier, aux États-Unis, a écrit un article dans le New Republic en disant « Hitler est mort » et que vous qui criez antisémitisme, vous êtes des alarmistes, il ne faut pas exagérer, ça ne va pas se passer ici maintenant. Alors, j'essaie de rentrer en contact avec lui maintenant pour savoir ce qu'il en pense, mais en fait, la situation est devenue bien plus pire maintenant qu'elle ne l'était en l'an 2000. Et le problème pour la gauche, au moins aux États-Unis, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais aux États-Unis, la gauche parle de l'antisémitisme comme si ça venait uniquement ou surtout de la droite et ne reconnaissent pas leur rôle continu dans la dissémination de memes antisémites. Oui. Bon. C'est une vieille affaire qui remonte au 19e siècle. Hein. On oublie souvent que l'antisémitisme est d'abord né. À droite, c'était l'antijudaïsme dans la droite chrétienne, réactionnaire, mais l'antisémitisme, il est né plutôt dans le milieu de la gauche. Hein. C'est Proudhon ou Blanqui qui le diffusait initialement, hein, avant que l'extrême droite existe. C'était le discours scientifique. Oui, tout à fait. Moi, avant de laisser la parole à ceux qui voudraient l'apprendre à travers des questions à poser par écrit, j'ai une dernière réflexion. Tu sais que moi, je pense pas comme toi parce que j'en ai pas les connaissances. Moi, j'apprends de toi sur les millénarismes. C'est toi le spécialiste du Moyen-Âge et le médiéviste. Moi, je pense en termes de philosophie politique sur les totalitarismes du XXe siècle, comme forme moderne du politique, épouvantable, mais une forme moderne du politique. Forme séculière de millénarisme. Alors voilà, on y va. Est-ce que tu anticipes ma question, mais je vais te la poser quand même. La première question que j'ai, c'est est-ce que le millénarisme, c'est pas une forme d'esthétique spirituelle, de course à la fin, d'un désir de fin, d'un désir d'en finir, et peut-être d'une certaine façon d'un désir de mort, tu vois, c'est-à-dire une apocalypse en apothéose, hein, qui serait l'expression esthétique et imaginaire et littéraire d'un désir de mort et de mort, effet de la pulsion de mort, effet de la pulsion de mort, et pas de la pulsion de destruction. Le Thanatos. Oui, c'est ça. Et dans la foulée de ça, mais tu viens de l'évoquer, et j'aimerais bien que, si tu veux prolonger là-dessus, quel paradigme en commun ont, parce qu'il y en a, entre justement les mouvements millénaristes, tels que tu les étudies, et les totalitarismes du XXe siècle. Oui. Tu vois, alors, le totalitarisme est une forme moderne, le millénarisme, c'est pré-moderne, c'est non contemporain. Moi, j'emploie le mot millénarisme pour les deux. Les nazis ont parlé du Tausendjährige Reich, ils étaient tout à fait emballés par cette idée. J'ai des chapitres dans mon livre sur le millénarisme qui s'appelle le paradis terrestre, Heaven on Earth, les variétés de la pensée millénariste,
J'ai des chapitres sur la Révolution française, les communistes, les nazis, et le dernier sur l'islam, le djihad global. Ce que je dirais au sujet du millénarisme, il faut distinguer entre ce qu'on pourrait appeler l'eschatologie, c'est-à-dire la fin du monde complètement, la destruction entière de l'histoire, de la vie dans la chair, d'un côté, qui est certainement un désir de mort, mais un désir où la mort est précédée par un jugement dernier, où tous ces salauds qui ont fait de nous notre vie un misère vont recevoir leur jugement mérité. Et de l'autre, le millénarisme qui est très optimiste et qui voit et qui prévoit que dans la chair, dans l'histoire, il y aura un monde à amour, à abondance, à justice, à égalité, etc. Alors, ce qui se passe, le problème pour tous les millénarismes activés par le sens d'imminence, ce que j'appelle apocalyptique, c'est qu'ils ont tort. Alors, quand on prend le pouvoir, quand un mouvement millénariste prend le pouvoir, comme en Chine avec les Taiping, comme la Révolution française, comme les bolcheviks, comme les nazis, comme les anabaptistes à Münster en 1503, quand on prend le pouvoir, on croit pouvoir créer ce monde parfait et il y a toujours la défaite, l'échec de ces espoirs. Et avec le pouvoir, on a tendance à croire que si ça ne ressurgit pas automatiquement, le citoyen ou le camarade ou le arian, ou, comme vous voulez, si ça ne se développe pas spontanément, il faut le forcer. Et c'est de là d'où vient à la fois une tournée vers la mort et vers le totalitarisme et vers ce qu'un historien du millénarisme appelle la purité coercitive. Coercitive? Oui, oui, tu peux dire coercitive. Oui, coercive purity. Et ça c'est aux origines du totalitarisme et c'est un désastre. Et je crois qu'on est en train de voir ces forces se développer maintenant sous nos yeux. Bon, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde. Je ne vois pas de questions apparaître. Alors, s'il n'y a pas de questions… Il y a Jean-Pierre Yédo qui dit alors Pierre Richard, je ne vois pas sur quoi tu fondes ton optimisme démenti par tout le contenu de ta conférence. Oui, et je crois que c'est important de le dire. Il y a beaucoup plus. Il y a une belle phrase de, comment il s'appelait, le président tchèque. Havel? Comment? Václav Havel? Oui. Havel avait dit que dans toute culture, dans toute société, il y a des courants souterrains qui se développent et qui surgissent à de certains moments. Et il faut dire, j'ai eu cet argument avec un ami qui est malheureusement mort il y a quelques mois, mais pendant toutes les années de ce siècle, on se disputait, il me disait non, c'est perdu. Et je disais, écoutez, l'Europe va se réveiller. Maintenant, c'est l'Amérique qui se… C'est même pas qui s'endort, il se lance dans un mouvement antiraciste qui est désastreux et qui comporte tous ces éléments de totalitarisme et de déclenchement d'hostilité
des victimes contre les Blancs qui, comme le dit Pascal Bruckner. Qui exploite la tyrannie de la pénitence, qui est une forme de pathologie qui sort d'un élément, je crois, essentiel et pour les Juifs et pour la civilisation occidentale et pour toute civilisation saine et productrice, c'est-à-dire de la capacité de l'autocritique, de donner et de recevoir la critique sans se lancer dans des rages de honneur et honte. Oui, oui. Dis-moi, il y a des questions, je ne sais pas si tu es en mesure de répondre. Il y a quelqu'un qui demande si les dénis de réalité d'aujourd'hui, du début des années 20, ne sont pas liés à la faillite et à la disparition du Parti socialiste en France. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait expliquer un peu plus comment on arrive à cette conclusion? Parti socialiste en France, je ne savais pas qu'il avait disparu. Socialiste, il a disparu bien avant de disparaître. Oui, le mot socialiste ne lui existait plus déjà depuis bien longtemps. Mais et ce n'est pas la partie communiste qui disparaît. Le Parti socialiste aussi, aujourd'hui, représente quoi? À peine 6% des voix. C'est la même chose en Israël. Il y a ce problème, la disparition, par exemple, dans ces dernières élections, le Labour, les travaillistes, ont presque pas réussi à avoir une place dans le Knesset. Et eux, ils croient que c'est parce que les Israéliens se sont tournés vers la droite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des Israéliens, pas comme les Européens et pas comme les Américains, ont reconnu que leurs voisins leur voulaient du mal, vraiment du mal, que Arafat n'avait jamais intention de faire la paix et que la gauche qui nous a dit il faut prendre des risques pour la paix nous a en fait amenés dans un guet-apens. Alors, tant que la gauche ne peut pas reconnaître qui s'est, comment ça se dit, qui s'est planqué, tant qu'ils ne peuvent pas reconnaître cette erreur, les gens ne vont pas voter pour eux. Et donc, je crois que c'est la manque du réalisme et de l'autocritique de la gauche qui se tourne vers une critique de tous les autres éléments de la société occidentale plutôt qu'eux-mêmes, qui est à la base de leur perte d'influence. Oui, merci beaucoup.